On n'a pas une autre café. Ça fait penser aussi à une rivière, la Ouais. conscience. Si on assimile la conscience à de la lumière, la Oh! conscience est... Et tu vois, la conscience, par rapport à ça, c'est tous les 50 ans. Tous les 50 ans, on s'y intéresse. Moi, j'avais pas de référence avec l'esprit du vent, jusqu'à ce que je fasse une expérience spirituelle. Donc, c'est comme avoir pensé avoir fait le tour de l'univers, quoi. Une tradition qui a 7000 ans d'expérience ininterrompue. En fait, c'est 7000 ans aussi de récits, de génération en génération, qui ont vu tout un tas de choses, qui ont expérimenté tout un tas de choses, qui connaissent les écueils. Mais je fais partie des gens qui aiment construire. Je pense toi aussi. Bien. Bienvenue dans cette première émission d'Axis Mundi, le podcast de Nova Conscientia, l'institut de recherche civilisationnelle sur la conscience. Je reçois ici mon premier invité, Nicolas Dumont, psychologue clinicien, et ensemble on va passer une petite heure et demie comme ça à discuter autour de ces sujets passionnants que sont le chamanisme, cet état modifié de conscience et le rapport avec nos sociétés. Bienvenue Nicolas. Salut Borvo, merci de ton invitation. Bah, c'est moi, merci beaucoup d'avoir accepté, merci d'être le premier sur Axis Mundi. Je me réjouis. Donc, bon, les gens, ils te connaissent un peu quand même, Mhm. mais je vais pas te demander de te présenter comme ça. Je vais juste te demander une seule chose. Quand est-ce que tu es tombé dans la soupe de la conscience? Ah, à la soupe de la conscience, Ah ouais. c'est une grosse question, ça. Comment ça t'est venu, en fait, d'être Le point d'origine, là? c'est difficile parce qu'il y a toujours le point de l'histoire. Ça veut dire, qu'on se raconte que ça a commencé comme ça, où on peut voir, dire que là, il y a un événement qui fait que, mais il y a toujours eu des prémices qu'on n'a pas vues, quoi. Donc, moi, j'ai le sentiment que depuis petit, comme beaucoup d'entre nous, je te mets dedans, mais beaucoup d'entre nous, j'imagine les gens qui sont intéressés par ça, généralement, c'est bon. Et donc oui, des différents événements dans l'enfance, un contexte, voilà, je pourrais dire ça, depuis tout petit. Je suis Obélix, tombé dedans petit. Ouais, je te Et puis comprends. après, il y a évidemment des événements, heu et quand même, moi, je situerais donc une prédisposition, quelque chose comme ça, des événements, mais le premier acte qui peut-être a été un tournant majeur dans ma vie, ça a été mon premier contact avec là, c'était la respiration holotropique, qui a été quand même, une initiation, je peux le dire vraiment au sens fort, et puis je dirais pas un virage, je dirais plutôt une expansion, un approfondissement, une réalisation que ça avait toujours été là et que tout à coup je pouvais y marcher avec conscience. Quand je dis: «Ça a toujours été là», bah, voilà, je dirais le mystère le plus grand, le sens de notre présence, tout ça. Voilà ce que je dirais. Oui, je me retrouve aussi dans ce contexte, en fait, ou cette prédisposition que tout le monde, peut-être, a déjà. Je pense, les téléspectateurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire si, quand vous étiez petit, vous avez eu une expérience étrange ou bizarre. Vous n'avez pas pris forcément pris le chemin, pour étudier ces phénomènes-là, mais c'est OK, on n'est pas tous faits pour ça. Mais en tout cas, moi, je soupçonne qu'on est beaucoup à vivre des expériences Mmh. étranges, que ce soit des sorties hors du corps spontanées quand on est jeune, Mmh. même des rencontres avec des exogènes, des êtres, des consciences qui sont non humaines. Donc c'est toujours étrange, on ne sait pas toujours dans quel cadre ça s'inscrit Mmh. aussi. Mais du coup, autre question qui peut être hyper difficile, mais je sais qu'on ne peut pas y répondre, mais j'aimerais avoir ta coloration, ta réflexion. Mmh. Étant donné qu'on parle de conscience et même de conscience élargie, qu'est-ce que c'est que la conscience pour toi? Oh, c'est une grande question. Juste avant, je voulais rebondir, si tu veux bien, sur le mot «étrange», parce que, tu sais, on va dire des expériences étranges, mais en fait, elles sont étranges ou étrangères par rapport au paradigme dans lequel on vit depuis très peu de temps, en fait, hein. Ça fait quelques siècles que ça nous semble étrange, mais c'est pas étrange dans toutes les cultures, ou ce qui est étrange, dans notre culture n'est pas toujours étrange dans d'autres cultures. Il suffit de quelques heures d'avion pour que ce qui était, non seulement étrange, mais qui fait parfois que la personne n'ose pas en parler à ses proches, de peur d'être vue comme folle, comme fou, ou comme trop étrange justement. À quelques heures d'avion, c'est reçu comme de la normalité, «Beh, oui, le monde il est fait comme ça et on va t'expliquer, on va réinscrire ça dans un ordre du monde, qui est tout à fait pensable». Et au contraire qui donne envie du coup de pousser un peu plus les portes, ou voilà. Du coup, je voudrais quand même dire ça. Après Mmh. sur la question sur qu'est-ce que la conscience? Alors là, Pour toi, à l'heure actuelle? je voudrais mettre l'accent plutôt sur une aventure, plutôt que sur une définition qui voudrait un peu l'objectiver. Peut-être sur une aventure intime et à la fois collective, et collective au sens fort, pas que humain, mais une collectivité en marche,
qui inclut toutes les sphères, en fait, hein, du visible et de l'invisible, d'un processus, voilà, j'allais dire de création, mais je voudrais même pas l'enfermer là-dedans. Mais je dirais, pour le ramener sur un plan plus individuel, à une aventure, l'aventure de la conscience, comme une aventure intime, personnelle d'exploration, qui nous ramène à notre identité, c'est sûr. Qui suis-je profondément? Qui est-on en profondeur? Et puis, qui es-tu, toi, en profondeur aussi? Et cette aventure du lien, en profondeur aussi, ou en superficie, hein, je veux dire, toutes les dimensions on pourrait dire de l'exploration. Mais voilà, plutôt que de faire d'une définition d'un objet, la conscience comme objet, je préférais la situer comme voilà, comme une expérience, un processus. Ça fait sens Ouais. pour moi. Effectivement, définir en fait la conscience, de toute façon, c'est que c'est pas possible, étant donné que ce serait, c'est pas possible en soi de l'objectiver avec une conscience, parce on vit avec de la conscience et il y a de la conscience partout si on n'est même pas en psychique. Du coup, ouais, bon, prendre un microscope et essayer d'étudier la conscience, bonne chance, bonne chance. Et ça veut tout dire d'ailleurs. Mmh. Ça veut dire qu'il y a du mystère. Ça, Ouais. c'est plutôt une bonne nouvelle en fait au final quand tu y penses. Et Par contre, on peut peut-être donner, tu vois, une métaphore à Voscavo, hein. Je dis pas qu'elle contient le mystère de la conscience, mais si on assimile la conscience à de la lumière, que la oh, conscience est la lumière, et tout à coup elle peut se diffracter dans des spectres de lumière et se rediffracter des- pas dans des, je sais pas si c'est juste de dire des quantas des quantas de lumière ou de je sais pas quoi. En tout cas, des portions de couleurs et de définir des formes. Peut-être on aurait peut-être quelque chose qui pourrait parler de la conscience et des niveaux de conscience ou des états de conscience. ouais. J'aime bien cette image parce que tu vois, on pourrait imaginer un diamant, Ouais, parce que le diamant a plusieurs facettes. Ça rappelle, c'est le concept de Vajra ouais, chez les hindouistes, ouais. Et de la conscience cristalline. Et du fait que, comme dans les initiations, bah, on va en parler en fait, de toute façon, au final. Il y a un truc qui m'avait marqué, qui donne une image, c'est que dans les danses des derviches tourneurs, ils portent un vêtement noir, mm, et ce vêtement noir, c'est censé représenter la personnalité terrestre égotique, donc l'ego. Ils le quittent pour être en habit blanc, et ils commencent à tourner pour se mettre en lien avec la divinité. Et que l'aventure de la conscience, je dis pas qu'elle doit avoir un objet ou un but en soi, mais que en quelque sorte, son expression qui serait la plus pure, si je puis dire, ce serait d'être translucide. mm. Parce que c'est comme ça qu'on laisserait passer la lumière pour qu'elle se diffracte de façon multidimensionnelle, quoi, avec cette histoire de diamant, de cristal. Et ça me fait penser à ça. Et ça me fait penser aussi à une rivière, la Ouais, conscience. On prend tous euh, connaissance, on est tous reliés à cette rivière ou ce grand fleuve. On peut reprendre même l'Amazonie, ça va te parler. On pourrait imaginer que c'est un grand fleuve comme ça où nous, on prend notre source dans ce fleuve-là, mais elle ne nous appartient pas. Et tu vois, c'est toujours une question qui m'a turlupiné. Et je pose la question, j'ai pas la réponse. C'est que je dis toujours, la conscience, en fait, on n'est pas la conscience. Elle ne nous appartient pas. mm, On la laisse couler en nous. mm. Et c'est ça qui nous permet de faire l'expérience qu'il y a quelque chose à l'intérieur et quelque chose qui y a dehors. Et que cette espèce de comment te dire, cette modalité-là, on peut jouer dessus pour ce qui est à l'intérieur de moi dépasse, et je peux Mm. l'observer, Ouais. et à contrario, ce qui est à l'extérieur de moi par, voilà, par expérience, ce qui est à l'extérieur de moi peut rentrer à l'intérieur de moi. Mm, Et il est déjà en moi, en fait. mm. C'est comme une rivière, je le vois comme ça. Et donc, elle nous appartient pas, elle appartient à personne, mais elle appartient à tout le monde. Ça me fait cette pensée-là, si tu veux. Je dis Ouais, pas que moi, c'est juste, ça mais m'évoque une autre métaphore, mais en restant sur l'eau, qui est qu'on pourrait voir la conscience ou l'esprit, selon les mots qu'on met, ou le grand esprit, l'océan de la conscience, et d'imaginer que c'est une image qui existe, hein, je ne suis pas en train de la produire, mais elle me parle très bien, d'imaginer un bocal d'aquarium, les petits bocaux d'aquarium avec le petit poisson rouge dedans. On met le bocal à l'intérieur de cet océan. Et en fait, évidemment, si on est concentré sur les parois ou identifié évidemment aux parois, on a le sentiment d'être cet aquarium et qu'il y a un dedans et un dehors. Et
on pourrait dire le monde intime, c'est le monde du dedans, c'est l'eau qui serait à l'intérieur, et le monde du dehors, l'eau qui serait à l'extérieur. Et va de soi qu'en fait, il y a une continuité. Et que si on porte attention vraiment sur l'eau qui est dedans, et en même temps sur l'eau qui est dehors, sentir l'esprit au dehors, tout à coup, bah, on va dire notre conscience des parois se dissout. Et là, on est tout. On est tout. Et là, il n'y a plus de bord à cette conscience, quoi. Mais on occupe un point d'identification ou ou un pixel là-dedans qui peut se retourner sur lui-même et dire je suis. Mmh. Voilà. Ouais, moi, je verrais ça un peu comme ça Ouais, 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 de là où je suis. c'est une belle image, ouais, ça me parle, ça me parle. Et Ah j'aimais bien le mot de translucide. Tu disais translucide parce qu'il y a le mot trans ah oui, et le mot lucide, ah ce ouais, qui sont deux mots intéressants à mettre ensemble. j'ai pas fait exprès. Excellent. Mais du coup, maintenant qu'on parle de conscience, heu, tu es aussi praticien chaman, Moi, je dis praticien en chamanisme. en Ouais. chamanisme, pardon, praticien en chamanisme. Comment ça t'est venu, en fait? Mon Dieu. Ah oui, ça, on peut dire comment ça m'est venu. Ouais, ça, on peut dire ça parce que franchement, je l'ai pas cherché. Je vivais pas mal d'expériences. Je parlais de la respiration tropique, mais j'ai vécu l'expérience spontanée qui avait précédé et qui me connectait, par exemple, au vent, la première expérience spirituelle comme ça, qui ne correspondait pas à mon univers judéo-chrétien. Moi, j'ai grandi dans le Chinonais, donc en Indre-et-Loire. Donc, bien sûr, dans la nature, mais pas les références spirituelles, c'est le judéo, enfin, c'est le christianisme en fait. Hein. Donc, moi, j'avais pas de référence avec l'esprit du vent, jusqu'à ce que je fasse une expérience spirituelle dans laquelle j'étais sur le bord de la Loire, et tout à coup, je ne pouvais pas le nommer comme ça, mais il y a eu un état de transe, je pourrais dire. Mais c'est venu avec le vent s'est mis à souffler, et ça m'a fait quelque chose, et j'avais l'impression tout à coup d'être du sable, et le vent s'est mis à souffler, m'a défait complètement. Et il soufflait à travers moi, et après je devenais le vent. Mais ça, j'ai mis des années à pouvoir, ne serait-ce que nommer cette expérience, parce que ça avait été une expérience magnifique, hein, très, très forte, qui m'avait lavé vraiment du moment où j'étais, et mais vraiment pleinement, mais sans pouvoir. Je sentais que c'était un esprit, je sentais que c'était une présence. Mais je pouvais pas, moi, parler d'esprit du vent. C'était tellement loin de mes cartes, si tu veux, que je savais même pas comment exprimer ce que donc bah, je l'ai mis dans la boîte, dans le tiroir des expériences vécues. Voilà, c'est tout, sans nom, on va dire. Et c'est des années plus tard que j'ai pu, ensuite la qualifier. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire de la transe, il y a eu beaucoup d'expériences, on pourrait appeler expériences chamaniques, mais que je préfère appeler peut-être expériences de contact d'esprit, animaux, végétaux, minéraux, et cetera. Qui sont venus et qui progressivement ont commencé à faire des ponts avec, dans la chamanisme. Moi, j'étais psychologue clinicien quand j'ai même commencé à faire les expériences de respiration tropique, et du coup, j'étais assez loin de tout ça. Pour moi, chaman, c'était un Indien avec des plumes, très loin, et du coup, je voyais pas ce que j'avais à faire avec ce monde-là, quoi. Même quand je me transformais en serpent, même s'il y avait des choses comme ça, je ça me paraissait de l'ethnologie, tu vois? Pas du registre de la psychologie clinique. Je voyais pas comment ça aiderait mes patients ou m'aiderait moi. Du coup, voilà. Et petit à petit, quand même, les ponts se sont tissés. J'ai compris de quoi il s'agissait. Et puis j'ai commencé le travail aussi avec la thérapie psychédélique il y a plus de 20 ans. Et ça aussi, j'ai fait le pont, du coup, évidemment, avec le chamanisme de plantes. Puis il y avait tout le Yann Kounen, je ne sais pas si tu vois, Si. à l'époque, il y avait ces documentaires qui arrivaient, du coup, se permettait Mmh. aussi de faire des ponts. Et du coup, de faire le grand pont, je dirais, en allant au Pérou une première fois, puis après, j'y suis retourné, puis après au Mexique, et puis voilà, depuis plus de 10 ans au Mexique. Et voilà, du coup, ça s'est développé comme ça, progressivement. Et pour conclure, quand j'ai vu que les copains chamans, enfin, franchement, étaient, ben oui, bon, ils ont beaucoup de casquettes, hein. C'est pour ça que je dis, moi, praticien au chamanisme, pas chaman. Chaman, il a beaucoup, beaucoup de fonctions. Mmh. Moi, je me suis mis à l'école, et je continue vraiment, parce que c'est sans fin, bien sûr, d'apprendre auprès de différents chamans. Mais pour ramener, en fait, on pourrait dire, des technologies du sacré, de la conscience, qui vont aider les personnes que j'accompagne, quoi. Moi, c'est dans le cadre de mon accompagnement que ça m'intéresse. Un cadre thérapeutique, Thérapeutique et initiatique, on va dire ça, hein, avec des mots un peu généraux, puisque thérapeutique, ça veut dire quand même soigner. Enfin voilà, il y a un désordre, on veut ramener de l'ordre. Et parfois, on peut aller
voilà, peut avoir une quête, un désir, un élan, voilà ce que je peux dire et le chamanisme nous aide. Mmh. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal avec, bon, le terme est impropre en vrai. Le chamanisme, c'est le chamanisme sibérien. Là-bas, c'est des curanderos ou des hommes médecine en Afrique. On dit chamanisme, bon, Ouais. c'est euh, Oh, c'est accepté communément, mais on fait bien la distinction tout de même. Et, et et tu vois, est-ce que c'était pas une perte? Parce que tu vois, en Europe, nous, on avait des sortes de chamans qui étaient les druides au final, qui aussi portaient énormément de casquettes. À la fois, c'était des politicards, à la fois, c'était des astronomes, des érudits. Ils savaient, voilà, ils savaient lire les étoiles. Et en même temps, potentiellement, j'ai pas de source là-dessus, pourraient utiliser les plantes pour des utilisations un petit peu psychédéliques. Leur initiation à eux pour devenir druide, ça passait, c'était voilà, c'était peut-être de 20 ans. Il me semble que c'est 20 ans ou 10 ans là. pour être druide. Loin du druidisme actuel hyper politisé, hein. Je parle vraiment des vrais druides avec cette tradition orale euh, sacrée, cette connaissance en herboristerie. Nous, on a perdu ça, en fait. Et je me suis toujours demandé quand est-ce qu'on Mmh, a perdu ça. Et pourtant, même mmh, si on a perdu le cadre, même si on a perdu les institutions, ce que je vois, c'est que les expérienceurs sont toujours là. mmh. Les expérienceurs d'aujourd'hui, ça, je sais que ça choque certaines personnes qui sont fragiles un peu ou sensibles. Les expérienceurs d'aujourd'hui auraient fait, auraient été des chamans à cette époque-là. Si on avait encore ces Mmh. institutions-là, on aurait pu imaginer une C'est Europe sûr, qui garde c'est ces sûr. institutions. On aurait pu être formés pour devenir des chamans Mmh. d'Europe, des druides. Voilà, on aurait pu. On l'a perdu. Et, euh, et ça, c'est quand même assez tragique. Pour ça qu'on en parle dans, tu sais, dans le cadre de Nova Mmh. Conscientia ou quoi que ce soit, parce que sans sans ces gens-là, bien sûr, on a trouvé on a compensé hein, Mmh. avec justement bah, les psys et tout ça, mais on a séparé. Mmh. Les gens sont hyper spécialisés. Mmh. Et du coup, cette hyper spécialisation fait que des fois, on manque Mmh. le tableau. Mais les expérienceurs sont là. En tout cas, ceux qui ont cette connexion avec Mmh. le monde invisible, si on devait l'appeler comme ça. C'est pour ça Et que moi je dirais pas que ça s'est perdu. Je dirais plutôt que ça s'est fractionné. Donc ce qu'on a perdu, c'est la connexion. ouais. Tu vois? L'interconnexion, l'interdépendance, parce que fait, finalement, les savoirs, qui sont cumulés chez le chaman, d'herboriste, de psychologue, de prêtre, et cetera, se sont fractionnés, spécialisés. Nous, ce qu'on a perdu peut-être, c'est vraiment la dimension d'un savoir qui est pas un savoir, qui se distancie pour analyser et prendre du savoir, mais un savoir qui vient de la connexion, l'interrelation avec des systèmes conscients. Ça veut dire vraiment, par exemple, l'herboriste d'aujourd'hui, quelle est sa distinction avec le chaman de là-bas? On pourrait dire ça pour mettre un mot un peu flou, là-bas. C'est que l'herboriste de là-bas, le chaman de là-bas, va rentrer en relation non pas avec la plante comme substance, comme ayant un corps, hein, voilà, mais aussi, la plante, ayant comme un esprit, hein. Donc on va rentrer dans une relation intersubjective, donc d'alliance avec la plante, à tous les niveaux, hein, en prenant soin d'elle, dans la culture, par exemple, si on cultive la plante, dans la relation du coup, hein, qu'on pourrait établir avec elle et dans le système d'alliance spirituelle avec cette plante pour la prendre et puis entrer dans un soin avec elle. Oui. Et ça, cette dimension, on pourrait dire animiste, pour mettre un autre mot un peu comme ça, mais en fait, moi je dirais animé. C'est-à-dire ces sociétés-là vivent dans un monde animé, animé d'une âme, quoi, tout a une âme, a une conscience, on dirait aujourd'hui. Mm. On revient un petit peu là-dessus, quoi. Ouais, le terme, il me semble que le terme, bah, pour pas que les téléspectateurs pensent qu'on dit des trucs zinzin, on appelle ça l'agentivité. L'agentivité, c'est le fait de donner en fait une capacité à agir dans le monde à un concept, un animal, une plante. Donc ouais, la plante a une agentivité, elle agit dans le monde, parce que sinon elle peut pas rentrer en relation avec enfin, avec le chaman quoi, ou l'herboriste. Mais peut-être que les herboristes de nos jours occidentaux, ils ont peut-être ce lien intime, mais c'est juste qu'ils en parlent pas, hein. Bah, c'est sûr qu'il y en a qui l'ont, en fait. C'est toujours une question de
aussi de trajectoire personnelle, en fait, hein. C'est-à-dire, il y en a qui, bon, sont allés à l'école, ils ont bien acquis, un savoir distancié et cetera. Puis d'autres, bah, ont avaient depuis petit une ouais, une facilité de communication, je voyais une jeune femme, enfin, peut-être plus si jeune aujourd'hui, mais qui était très émue, récemment puisque, parlait de chamanisme et puis, elle faisait l'expérience de c pratique. Elle me disait: «Mais en fait, c'est le monde dans lequel je vis depuis petite. Je me suis toujours sentie folle, bizarre, jugée comme: "Mais toi, tu es ceci et toi, tu es cela"». Elle me dit: «En fait, moi, je parle aux oiseaux, aux arbres et avec une simplicité, moi, je dirais, une naïveté d'enfant, mais au bon sens du terme, hein, au sens de bien sûr quelque chose après qui doit grandir, qui doit mûrir, qui doit comme tout. C'est-à-dire un enfant quand il fait du calcul, il est naïf, il doit apprendre, il doit s'éduquer dans le calcul. Bah, c'est pareil au niveau de l'apprentissage sensible. Il y a toute une trajectoire à faire, du discernement à construire, un axe à créer et cetera, mais voilà. C'est donc pour revenir un peu à la question, oui, il y a des arboristes qui sont complets. Ouais, je ouais, ça m'amène à peut-être les gens, ils savent pas. Ils peuvent penser que pour devenir chaman, faut payer un stage, de 2 jours, tu vois? Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment on devient chaman? Je vais te parler moi de Tu peux un petit parler peu de de ton expérience à toi, ouais, enfin, ah, de en mon tant que expérience alors praticien, voilà. Oui, oui, c'est ça, parce qu'après, selon les cultures, il y a mais en gros, il y a quand même 3 voies d'entrée, dans quand on regarde le chamanisme au sens anthropologique, hein, même si je suis pas anthropologue. Il y a trois portes d'entrée. Il y a, la porte de l'hérédité. mmh, C'est-à-dire, je viens d'une lignée chamanique et du coup, bah, mon père, mon grand-père, mon grand-mère, hein, voilà et il y a une transmission, d'une hérédité. C'est-à-dire, il y a une facilité, puis une transmission d'éducation parce que depuis petit, voilà, je mène dans le bain, on pourrait dire. 2e voie, c'est la voie, du choix des esprits, comme on dit, hein, qui est souvent l'entrée par une maladie initiatique ou par, un événement qui va faire rupture dans la vie et va du coup, révéler à la personne, qu'en gros, elle est élue ou ah oui, l'élection appelée par les esprits, ouais. ou convoquée d'ailleurs à devenir thérapeute. Donc ça, il y a plein d'histoires, même en Occident, on a plein d'histoires comme ça, Mmh, s'il y en a qui connaissent l'histoire de Milton Erickson, qui était un des grands noms de la psychothérapie, on a une histoire de vraiment d'initiation, par une maladie initiatique, en fait, une entrée. On en a plein, hein, nous aussi. Et puis la 3e voie, c'est la voie du choix personnel. C'est-à-dire qu'une personne peut choisir aussi ce chemin, ce qui est beaucoup plus rare dans les traditions. Pourquoi? Parce que, bah, tout simplement, c'est une mission, difficile, qui s'ajoute à la vie personnelle. Enfin, un métier, c'est pas un métier, c'est une fonction mmh. pour la communauté et du coup, voilà, c'est généralement, bon, plus impopulaire, hein, les gens vont pas, spontanément. Cependant, ça change depuis plusieurs décennies, ça change parce que, un des aspects, c'est que, heu, bah, il y a une certaine mode du chamanisme, et d'un appel, de beaucoup d'occidentaux qui viennent aussi découvrir, ces traditions-là et il y a pas que du mauvais à ça, il y a du bon aussi dans les échanges interculturels et cetera et le fait que ça revitalise leur propre regard Mmh. sur le chamanisme et sur, cette fonction, sur, la richesse de leur culture, et du coup, voilà, il y a aussi une communication. Du coup, ce choix-là, on le retrouve peut-être un peu plus, dans plusieurs cultures aujourd'hui de gens qui veulent devenir chaman. Alors aussi parce que ça peut être lucratif évidemment. Ça vienne du Il faut que ce soit une vocation quasi, j'ai l'impression. Faut que ça ait une vocation, mais après, il peut y avoir aussi, je pensais pas faire ça, je veux dire comme nous, ici, hein, par exemple le fils de médecin, puis il dit: «Oh, pas trop envie d'être médecin», puis finalement bon, bah, ça rapporte bien, ça a l'air pas mal, puis finalement et puis c'est pourquoi pas? Ça peut être un point d'impulsion, puis ça change pas que, bah, finalement, l'appel du cœur, de voir des gens, de rentrer dans la fonction, les initiations, voilà, c'était juste la porte d'entrée, disons. Mmh. Donc voilà à peu près comment on devient, puis on accumule, il cumule les 3, l'hérédité, le choix par les esprits et le choix personnel. Voilà. Mais moi, je pense que ce que tu dis, par exemple, des expérienceurs, on a quelque chose qui peut être, d'abord de l'hérédité. Moi, Mmh. j'ai toujours été intéressé par, chez les expérienceurs aussi demander: «Bah, tiens, ça te vient de quelque part ça? Ta mère, ton père, ton grand-père? Est-ce qu'il y avait des facilités quelque part?» et puis, effectivement un processus d'initiation,
spontanées, quoi. C'est-à-dire, des expériences qui t'arrivent et qui propulsent dans un itinéraire, quoi. Ouais, moi, quand je regarde mes expériences, ça venait de mon. Enfin, tu vois, on n'en parle pas trop. Déjà, si on se parle, c'est bien, c'est déjà pas mal, tu vois. On peut se parler de sujets de. Voilà, bref. Dans mon cas, c'était des histoires qu'on se raconte, pas dans la famille. Notamment celui de mon oncle, en fait, qui est décédé depuis et qui adorait. Je sais pas si je t'avais raconté cette histoire, mais il adorait passer ses nuits dans les espèces comme les riades là que tu as vu. Enfin, les Ouais, riades, mmh. les espèces de cours comme ça. Il aime bien passer la nuit et regarder les étoiles. Et un jour, il racontait, normal, tu vois? Alors que lui, il est pas dans ça, c'est quelqu'un d'assez pragmatique, assez autoritaire et cetera. Il mène la barque et un soir, en fait, en regardant les étoiles, juste avant de s'endormir, il voit des petits bonshommes qui descendent et qui commencent à lui opérer, le cœur. Il peut pas bouger, il est paralysé. Des petits bonshommes qui descendent comme ça, comme des petits médecins, hop, qui l'ouvrent pour le soigner au niveau du cœur parce qu'il avait une pathologie qui était, pathologie cardiaque Ah OK. et qui sont repartis. Et il a été guéri de sa pathologie cardiaque, tu le sais? Il a, il est mort de ça, mais bien plus tard. Et à l'époque déjà, il y avait besoin d'effectivement faire une chirurgie, mais il disait: «Non, pas besoin, ils sont descendus du ciel pour me soigner». OK. Donc après, il y a des on-dit, il y a des histoires, mais je pense qu'il y a un facteur génétique Mmh. qui n'est pas quelque chose de magique, là Mmh. encore. C'est pas, il y a pas un gène de la magie ou de je sais pas quoi. Il y a peut-être, une expression d'une certaine forme de sensibilité à l'environnement et Visiblement. au monde intérieur Mmh. et même au trait d'absorption, à la capacité d'imaginer, Mmh. peut-être. D'imaginer ou de laisser la place à l'imaginal, hein, comme il C'est dirait, ça, Henri exactement. Corbin. Mmh. Je pense qu'il y a ça de mon côté, puis il y a bien sûr l'élection par les esprits, mais c'était pas j'en ai parlé, quand on était à Carcassonne, Ouais. avec les chirurgies, Oui, bien sûr. astrales. Et tu sais Mmh, donc ouais, il y a de ça et puis après, la volonté, non, je suis pas pour, l'instant la volonté d'être, un thérapeute, même si le chemin, on dirait heu, qu'il m'amène à ça, en fait, petit à mmh, petit, tu sais, avec Spanda que je t'ai parlé et cetera. Mais à ma façon, tu vois? Si on fait des bien choses, sûr, ce bah, sera bien selon sûr, mes termes, bien entendu. et selon ma coloration. Mmh. Mais je pense que dans une société où cette institution-là existe, j'aurais été, initié à la dure, voilà, avec le cadre qu'il faut. Parce que l'initiation invisible, c'est une chose, mais il y a l'initiation cérémonielle avec le chaman où Mmh. il faut apprendre à utiliser les bons outils justement et cetera. Oui, mais maintenant, Ouais. il faut se souvenir que d'abord les initiations chamaniques, c'est pas une formation au sens qu'on te dirait comment faut faire, mais alors là, c'est pareil, c'est des propos peut-être un peu généraux, hein, parce que je veux dire, ce qu'on appelle chaman, comme tu disais, c'est un phénomène mondial, c'est une catégorie un peu générale. Mais bon, celle que je connais, hem, où on va plutôt ouvrir un espace initiatique à l'intérieur duquel tu vas cheminer dans ta relation avec les esprits et tu vas créer ton propre lexique de travail, en fait. Ça, c'est vraiment important, quoi. Et je voulais préciser quelque chose, parce que tu disais que ton oncle avait pas été guéri, mais ça m'a fait associer avec, heu, bon, beaucoup de cultures dans lequel la guérison ne veut pas dire être guéri du symptôme physique. Et je me rappelle d'un médecin, français qui racontait qu'il était allé dans une, ethnie amazonienne, alors je sais plus lesquelles, et il arrivait et puis, il créait son petit dispensaire parce qu'il était là pour ça, il créait un petit dispensaire puis il soignait les gens. Et il s'était rendu compte qu'en fait, quand les gens venaient et que lui donnait le bon médicament et cetera et que ça les soignait de leurs symptômes, 100 disaient toujours: «C'est le chaman qui m'a guéri, c'est pas toi». Et que pour eux, la guérison n'est pas liée à la disparition du symptôme physique, mais à, la clarification du sens et d'une guérison spirituelle au sens fort, hein. Ça veut dire qu'il me remet dans l'ordre du monde et de ma communauté et du grand monde en quelque sorte, même si le symptôme physique ne disparaît pas. Je suis guéri et donc je peux mourir du symptôme, mais je serai mort guéri. Tu comprends? C'est extraordinaire. C'est une autre conception de ce qu'est guérir. C'est un autre niveau en fait, on va dire un autre niveau ontologique quoi. Exactement, C'est ouais. marrant. C'est marrant. Bon,
Ça veut dire aussi que la médecine actuelle, la médecine moderne, elle est importante en fait, ou en tout cas, elle est, elle peut travailler en synergie avec ces médecines traditionnelles ou chamaniques. Ça, c'est sûr. Ce que je Mm. veux dire par là, c'est que on pourra jamais le vérifier. Mais peut-être que ton oncle, il a été, en tout cas, pour de vrai, guéri de quelque chose, même s'il est mort de son symptôme physique. Tu vois ce que je veux dire? Ces expériences-là, oui, vraiment peuvent nous amener à rentrer en contact avec un autre ordre du monde qui n'est pas toujours attrapable facilement. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est vertigineux là. J'ai peur de prendre le chemin de cette falaise parce que tu vois, on parlait de circulation organique, tu sais, par rapport aux voitures. Hmm. Nous, les humains, on est des êtres organiques en apparence. Et peut-être que notre fonctionnement au niveau collectif est aussi organique. Il y a des civilisations qui s'érigent et qui se détruisent, qui disparaissent. Il y a des castes, il y a des humains qui sont plus comme ci, plus comme ça. Et j'ai vraiment l'impression que l'homme médecine, ou cet archétype du médium, qui est le lien entre ce monde-ci et le vrai monde, si on peut dire aussi le vrai monde, ou le monde des esprits ou des ancêtres, c'est à la fois une espèce de disque dur, de mémoire de l'histoire du collectif, des ancêtres, etc. Mais aussi un genre de globule blanc, tu vois, qui est là pour, pas pour gérer, mais qui est là pour garantir l'homéostasie, en quelque sorte, mais psychique, de l'humanité. C'est à ça que ça me renvoie, si tu veux. Et au final, qu'importe si on adopte les... Déjà, qu'importe, non, tant mieux d'ailleurs. En Occident, il serait bon qu'on réinvente notre chamanisme à nous, Mm. sans que ce soit trop médicalisé. Parce que ça, personnellement, j'ai une méfiance totale par rapport à ça. Tu vois, le DU sur les trans et les états modifiés, tu le connais? Oui, oui, oui. Je voulais faire une petite formation là-bas. Mhm. Mais ils ont repoussé parce qu'ils sont en train de le réorganiser, tu vois. D'accord, oui. Je connais pas bien les personnes qui l'organisent, mais tu vois, j'ai toujours peur d'un truc, c'est que ça fasse comme pour l'hypnose Mm. ou comme l'acupuncture, tu vois. Tu as des praticiens, tu as des expérienceurs qui connaissent depuis longtemps, et d'un coup, en fait, dès qu'il y a des preuves de quelque chose, la science, la médecine va se Mm. l'accaparer, elle va codifier, elle va institutionnaliser ça dans le cadre de ces institutions à elle, et au final, les gens comme moi, vous n'avez pas le droit de pratiquer, vous n'avez pas le droit de vous appeler comme ci, comme ça. Hypnothérapeute, non, hypnopraticien. Et j'ai peur pour les états modifiés de conscience à la longue, j'ai peur que ça aussi, ça va être prouvé qu'on peut soigner avec la transe, qu'on peut modifier des choses en nous, qu'on peut se transformer, et qu'un jour, il y a un label qui soit posé sur même l'initiation. Et c'est ça qui me fait peur. Parce Je- qu'il y a il y a, il y a un truc qui m'a toujours... qui me choque dans le monde occidental, mais entre guillemets, je mets des guillemets, j'en fais partie, je suis un occidental, hein, plus marocain d'origine, Maroc, ça veut dire, je sais pas si tu sais ce que ça veut dire Non, Maroc, non, non. ça veut dire Occident, Ah, d'accord. c'est Maghreb, c'est là où le soleil se couche, Magnifique. Occident, Ah, ah. et là où le soleil se lève, c'est le Japon, d'ailleurs c'est nos frères, hein, on a une relation assez forte avec le Japon, donc voilà, le Maroc c'est l'Occident. En- c'est le nom du pays. Ça, c'est magnifique, ça. Donc oui, je suis un occidental, il y a pas de souci, mais j'ai l'impression que les civilisations occidentales, quand ils ont perdu ce lien, cette Mm. connexion, ils ont commencé à corrompre, du coup, les choses. Le tabac? Hmm, plante maîtresse? Esprit? Ouais, non, on va en faire des cigarettes. Le cacao? Plante sacrée qui permet, tu vois, de travailler, de faire des cérémonies, les fèves de cacao servaient de monnaie. Je sais pas si tu Mm. savais ça. Bien Ouais, sûr. Mm. c'était tellement sacré que ça Ouais, servait de c'était monnaie sacré. dans les Oui, c'est civilisations clair. euh, Maya. Maya, ouais. Et ben maintenant, ben, le cacao, tu le trouves dans ton placard. Et tu le bouffes avec du sucre et de l'eau parce que c'était amer et que ça plaisait pas. Ça corrompt. Et donc, j'ai peur de cette corruption. Moi, je crois que tu vois, c'est aussi à voir avec les systèmes de pouvoir. Parce que Hmm.
Tu vois, avant, c'était l'Église avec ses prêtres, ses archevêques, enfin, je veux dire, tout le système hiérarchique, ses dogmes, etc. Et du coup, c'est toujours la question dans une société où est-ce qu'on met le pouvoir? Qui a le pouvoir? Mmh. Le chaman, par exemple, dans beaucoup de sociétés, il n'a pas le pouvoir. On est d'ailleurs, les groupes ont des relations un petit peu ambivalentes avec lui, en fait, hein, parce qu'il a du pouvoir et du coup, on le respecte, puis en même temps, on le tient un peu à distance. Voilà. Il n'a pas toujours un pouvoir. Il a même rarement un pouvoir politique dans la cité, mais c'est possible. Des fois, bah, il est élu aussi par le groupe ou reconnu aussi pour des traits de sagesse ou parce qu'il a, au-delà d'être chaman, et en plus il est chaman, mais il a une parole qui pèse dans la communauté, par exemple. Mais pour revenir à ça, c'est sûr que bon, dans une société qui a édicté la science, puis la médecine comme étant des systèmes de pouvoir, bah forcément que la transe, au bout d'un moment, on n'en veut pas, on en rit, on discrédite, puis un jour, on trouve que c'est intéressant, bah on l'attrape. Mais un petit peu comme les églises ont construit Mmh. leurs églises, leurs édifices sur les lieux de culte. Tu vois, c'est un peu la même chose, quoi. C'est toujours des questions des systèmes de pouvoir. Donc après, oui, je comprends très bien hein, cette question. Mais après, il y a un autre déterminant qui est la question d'organiser un champ culturel. Ça veut dire comment on établit collectivement, ayant perdu beaucoup de repères par rapport à ce qu'est la transe et la pratique de la transe et la guidance de la transe et l'utilisation de la transe pour la thérapie, etc. Comment on établit collectivement des critères, entre guillemets, de compétences. Mmh. Qu'est-ce qui fait tout à coup qu'on peut dire bah, je peux aller voir celui-là parce que on pourrait dire c'est un peu comme aller voir un chirurgien. Je suis content quand même qu'il ait des diplômes et de savoir qu'il est bien formé parce que c'est pas rien quoi de confier son corps comme ça qu'on va ouvrir. Enfin, c'est sa vie quand même. Bah, c'est pareil pour les états modifiés de conscience. Bon, bah, il y a d'autres aspects peuvent s'engager, hein, ouvrir sa Mmh. conscience grand. Hein. En tout cas, on a la recette, en vrai. Il faut, de l'interdisciplinarité et il faut éviter de trop spécialiser et de confier ça à des organismes ou des institutions qui ont du pouvoir, qui sont en lien avec du pouvoir ou qui ont, la doxa ou des dogmes qui vont se mettre en place. C'est à mon sens dans le futur, ça j'en parle avec d'autres praticiens qui sont dans les états modifiés de conscience, mais pas les miens. Je peux la citer, j'en avais parlé avec Sophia, gros bisous Sophia. Elle est, je sais pas si tu connais, elle est praticienne en Life Force Energy, énergie vitale, tu vois. Elle dit pas Kundalini activation parce que par respect en fait traditionnel à ce concept-là, elle amène des femmes et des hommes dans des états de transe et de compassion où il y a des phénomènes comme ça de cathartiques qui se mettent en place sans respiration Hmm. et juste avec de la musique en fait. Et c'est comme si elle canalisait quelque chose et qui lui permettait en fait d'amener les gens dans ces états-là. Et c'est assez impressionnant et elle les guide avec le toucher, etc. Faut savoir que ça me fait penser ce que tu dis historiquement au magnétisme animal qui précédait l'hypnose, et que l'étude de la transe, tu vois, quels sont les inducteurs de transe, qu'est-ce qui va générer une transe. Et je voudrais rajouter une idée, parce que tu disais que la science s'empare de la transe et va en faire un objet, etc. Ça a été tout à fait ce qui s'est passé dans le passage du magnétisme animal à l'époque Hmm. de, C'est de, Mesmer. de Mesmer, puis Ségur, où quand même l'induction de transe cathartique, etc., avec des guérisons véritables, bon, bah, c'était des baquets, hein, on mettait de l'eau avec des tiges métalliques, et puis qui étaient censés capter le chi, on dirait aujourd'hui. Eux, ils disaient le magnétisme animal, mais de anima, l'âme, le magnétisme de l'âme. Hein, donc c'était, on pourrait dire le chi. Hein, et les gens touchaient les barres métalliques, et en touchant les barres métalliques, tombaient, convulsaient, et puis avaient des catharsis, et puis sortaient guéris. Voilà. C'est comme un Et, reboot du système nerveux, ça. oh, peut-être, C'est parce extraordinaire. qu'après, nous, on va toujours construire des systèmes théoriques pour essayer de comprendre selon la culture dans laquelle on est. Mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à l'époque, donc, le magnétisme animal mais vraiment, on est autour de la Révolution française, les manifestations devenaient impudiques. Donc, Ah il oui, y c'est avait pour ça quelque il chose pétait un câble un peu. d'impudique. Ouais. Hmm. Bon, voilà, bon.
il y avait tout un tas de déterminants, parce que les académies de médecine, bon, commençaient à se techniciser, bon, il y avait différents enjeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Cette pratique-là a été interdite par l'Académie de médecine. Elle a migré en Angleterre. Elle était recalibrée, bien carrée, voilà, les gens bougeaient plus, ils restaient assis sur leur siège. On appelait ça hypnose. Et ce que moi j'ai appelé ça, ce que j'appelais une transe anesthésique, parce que c'était un anesthésiste qui a inventé pour les besoins de l'anesthésie. Donc il a créé une transe anesthésique, hein, donc elle s'est calibrée comme une transe anesthésique. Les gens dormaient, on parlait du sommeil hypnotique, puis hypnose, c'est la divinité du sommeil. Et le courant hypnotique est arrivé à l'intérieur du courant de la médecine. Il est revenu, mais il n'y avait plus les manifestations cathartiques, etc. Donc, cette question de la transe et de la culture, elle est vraiment intéressante. Elle est une question à part entière. Comment la transe, un peu comme l'eau, là, on revient sur la conscience, hein, c'est quoi la transe? Mais oui, mais c'est quoi la conscience? C'est quoi être conscient? Donc tout ça, ce sont des questions passionnantes. C'est quoi un état ordinaire de conscience? Un état normal, c'est quoi? Bah, ça dépend des cultures, ça dépend des époques, ça dépend, voilà. Mais il faut un cas dans lequel on vient déconditionner cet être au monde. On va appeler ça la transe, en gros. Mmh. Mais on va donner quand même un cadre. Voilà. Bah écoute, si tu fais de la transe, il faut que tu te conduises comme ci ou comme ça. Et ça va quand même jouer sur les manifestations. Ouais, Voilà, la la transe. transe. Cette capacité de la conscience, ou plutôt cette capacité de l'eau, si on reprend la métaphore, cette capacité de l'eau à se solidifier, à devenir de la glace, Mm. à rester dans un état liquide, et cette capacité plus subtile à devenir de la vapeur. Moi, ce que je pose, c'est aussi que que si tu prends la métaphore de l'eau, la transe est comme l'eau, alors elle prend la forme comme l'eau, du contenant culturel Ah oui, c'est génial. qui la reçoit et la suggère. Par exemple, si pour moi la transe c'est de l'hypnose, les gens dorment, ils se taisent, ils font ce que je leur dis, bah effectivement, bah, les gens ils vont tendance à entrer en transe et manifester ça. Ils vont avoir tendance, hein, parce que le cadre suggestif est fort, Mm. surtout si c'est papa docteur qui est là avec sa blouse blanche et qui dit dors, je vais te soigner, forcément, et puis qui dit dors, donc ça marche plutôt bien. Maintenant, si je dis, bah voilà, c'est la Kundalini qui va générer, bah voilà, bah c'est plutôt ça. Si je dis c'est ceci, c'est cela, bah ça donne un contexte culturel et suggestif, on va dire un contenant culturel qui va faciliter telle forme ou telle autre d'expression. Mm. C'est vrai que du coup, dit comme ça, effectivement, j'avais remarqué que vous pouvez retrouver des éléments propres à l'hypnose dans pas mal de pratiques en fait. Et des fois, on l'utilise sans le faire exprès, naturellement, tu vois. Euh, mais tu sais, j'avais parlé de ça pour dire qu'on en avait parlé. Elle aussi, elle craignait que dans le futur, ces états modifiés-là soient concaténés dans des institutions, ou qu'on soit interdit en quelque sorte de pratiquer, ou qu'on soit moins légitime parce qu'on n'a pas le bon diplôme. Mm. Et on s'est dit une chose, c'est que on va, dans le futur, on va créer nos propres certifications avec des professionnels, avec des scientifiques, avec l'interdisciplinarité, pour permettre aux gens de. Et c'est pas grave si on ne travaille pas avec une université ou si on a une qui veut bien, il n'y a pas de souci. Mais qu'au final, on doit se réapproprier ça et on ne doit pas laisser en tout cas le pouvoir s'en emparer. Parce que c'est déjà un pouvoir, Mm. les états modifiés de conscience et la transe, et ce que ça peut induire dans les spiritualités, dans le changement, dans la transformation. C'est un territoire qui est, le territoire intérieur, c'est un territoire qui est sacré. Mm. Je n'accepterai pas qu'une institution de pouvoir temporel s'en empare. C'est hors de question. Parce Mm. que c'est un territoire qui nous appartient, Mm. et c'est surtout un territoire où on a du pouvoir. Mm. C'est un pouvoir. Tu l'as dit, les chamans, ils ont une forme de pouvoir. Mm. Mais Tu mets le doigt sur une question qui a plein de déterminants, hein, parce que, par mm, exemple, si je la mets du côté bah, quelque chose qui est à la mode depuis quelques années, enfin, qui est revenu à la mode, c'est les psychédéliques. ouais. Bon, il y a tout un tas de travaux qui sont menés sur les thérapies psychédéliques, mais ça a créé quelque chose, c'est une migration sociale. Je m'explique. Au départ, le chamanisme de plantes, c'est un chamanisme, excusez-moi de la formule, mais bah, je dirais populaire. Je vais dire de pauvre, mais en fait, c'est populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chaman, il fait partie du peuple et il propose un soin populaire aux gens. Et du coup, les gens, ils viennent. C'est comme ici, dans nos campagnes, tu vas voir le magnétiseur. En général, ils se font pas payer. Tu leur donnes un poulet, tu leur donnes je sais pas quoi, un coup de vin, en fait, tu lui offres un verre. Ben voilà, ça se passe plutôt comme ça. C'est rarement monnayé, même si ça arrive que ce soit monnayé, quoi. Mais ça reste populaire. Et aujourd'hui, la thérapie psychédélique, il faut savoir qu'aux États-Unis, une séance de thérapie psychédélique, c'est 4 000 $.
Cher? pour une session. Je dis pas que c'est partout comme ça, mais je dis que ça existe et qu'on voit bien qu'il y a une migration déjà, sociale, parce que ça devient en fait du coup, accessible aux riches. Et là Mmh. déjà et ça crée des moi qui vis une partie de l'année au Mexique, ça crée beaucoup de débats et de réflexions là-dessus sur, Ouais. cette migration, économique aussi, hein, de ces Mmh. pratiques. Ouais, ça crée un problème parce que du coup, c'est toujours les mêmes qui accèdent justement au nec le plus ultra de l'exploration conscientielle. Tu sais, c'est une remarque qu'on peut faire aussi, envers les praticiens qui ont un enseignement. Par exemple, moi, j'enseigne la sortie hors du corps, Mmh. la respiration et cetera. Bon, mes prix sont plutôt corrects, mais je sais que dans le domaine, on peut aller loin quoi, plusieurs milliers d'euros quoi. Mmh. Donc il y a qu'une partie de la population qui peut y accéder. Hem, il y a des critiques sur le fait que ce soit payant parce que, en tout cas pour le voyageur du corps, parce que c'est un état modifié, c'est un état élargi qui commence à être au devant de la scène grâce à ses acteurs comme Marc et cetera, qui en parlent depuis, quelques années, qui a de la crédibilité et de l'autorité dans le domaine, donc les gens s'intéressent et vont s'intéresser naturellement à moi et à d'autres personnes. Néanmoins, néanmoins, ça doit quand même être il y a quand même un échange qui doit s'effectuer parce que, heu, le chaman, il a pas le chaman encore, rien à voir avec le chaman, mais par exemple, dans mon cas ou dans le cas d'autres praticiens qui enseignent ou de Sophia et cetera, heu, la plupart des gens je dis là, je bifurque sur autre chose, mais je vais revenir dans notre spirale. Les les gens se disent que la spiritualité doit être gratuite. Ils se rendent pas compte le niveau de sacrifice que c'est. En termes de transformation intérieure et de vertige métaphysique quelquefois et de changement, en fait, dans la vie quotidienne. Ils se rendent pas compte. C'est pas gratuit la spiritualité, Mmh. déjà de base. Ça demande un sacrifice, un don. Mmh. Quelquefois, ce don, c'est auprès de l'enseignant, qui doit être effectué effectivement un petit poulet à égorger, tu vois? On connaît. Moi, je prends pas de poulet perso. Ça peut être un paiement. Tu sais, dans l'ancienne Égypte, tu donnais tout. Si tu avais des Mmh. vaches, tu donnes des vaches. Si tu as de l'argent, enfin, en tout Mmh. cas, ce qui était de l'argent, tu lui Mmh. donnes. Et puis le sacrifice, c'est toujours ce qui a le plus de valeur pour toi, de Et tu donnais toute même façon. ton nom. Mmh. Tu donnais ton nom, en fait, Mmh. et on te donnait un autre nom en tant que Mmh. néophyte du temple des mystères, en Mmh. Égypte. Donc tu sacrifies même ton identité. Et là, de nos jours, c'est monnayable juste avec de l'argent. Ça perd pas de son sacré, néanmoins, mais il y a toujours des gens pour dire que ça devrait être gratuit parce que et je me méfie de ça parce que les choses qui sont gratuites, en général, ne sont pas cadrées. Il y a moins de cadres, c'est fait à l'arrache, c'est pas de qualité, ça mène à rien. Il y a des choses qui sont gratuites, qui sont de l'ordre du don, comme le magnétiseur. C'est un don, il l'a, il le fait. Je dis pas ça, mais je dis en tout cas dans mon domaine à moi. Néanmoins, il faut que ce soit ouvert à tous. Il faut que ce soit populaire, je suis complètement d'accord. Parce que sinon, ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien de faire tout ça. On fait pas ça pour les ultra riches, quoi. Tu sais, C'est ça ouvre plein de débats, mais on est en on est dans une société qui est structurée comme ça. Enfin, je veux dire, on n'a pas, je trouve, à se reprocher de faire payer un service, une compétence, et cetera. En sachant d'ailleurs que c'est un monde qui est très divers, c'est qu'il y a des endroits où c'est gratuit, je mmh. veux dire, il y a des endroits où ça l'est pas, des endroits où ça l'est beaucoup, moins. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est un faux problème, le j'ai monde est l'impression. généreux, Ouais. ouais, c'est ça, c'est un faux problème. Parce que moi, je veux bien, mais je veux dire, la personne qui veut consacrer, sa vie, par exemple, à faire ça, pour faire initier beaucoup de personnes, bah, comment elle mange, comment elle paye EDF, comment elle mange enfin, tu vois? Comment elle paye sa vie, comment son enfant va manger, comment bah, faut bien se faire rétribuer. Il se fait rétribuer pour une compétence qu'il a, une qualité qu'il a proposée et moi, je trouve que c'est tout à fait honorable, il y a pas de question autour de ça. Et puis après, bah, on pose l'endroit, c'est une convention qu'on pose vis-à-vis de soi, dans ses valeurs, combien je me fais payer, combien je bon, tout ça, c'est des postures après personnelles, on peut juger un tel, on peut juger l'autre. Bon, bah, en fait, chacun choisit, puis le monde, Ouais, je redis, il est c'est généreux, ça veut dire qu'il y a tellement de propositions que, bah, les gens vont là où ils sont allés. Voilà. mais là, on va bifurquer. Là, cette fois, on va bifurquer, on va Mmh. faire une déviation. Je OK, vais te faisons poser une déviation. une question importante. C'était quoi ton expérience chamanique? Chamanique, ouais, ou avec les plantes, c'était quoi ton expérience la plus,
What the fuck? La plus what the fuck? Alors, j'en ai vécu des centaines. Alors, déjà, c'est pas facile de choisir. C'est pas une façon de dire, ouais, j'ai Une vécu plein de centaine trucs. C'est juste d'expériences what the que, fuck. oui, bah, c'est ça, en fait. Oui, bah, voilà, une belle réponse. C'est-à-dire qu'elles sont toutes what the fuck quand même, hein. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Celle qui t'a fait poser, celle qui t'a permis de mettre de la lumière sur la conscience, sur la réalité, qui t'a fait cogiter après. Tu t'es dit: «Ah ouais, mais peut-être que la réalité, c'est ça». Bah, en fait, toutes. Mais vraiment, c'est pas une façon de m'échapper, mais à chaque fois, c'est la transe de manière générale, c'est vraiment une expérience qui est toujours venue bousculer mon rapport au réel, à moi, bien sûr, à mon histoire, à tout ça, mais aussi au réel. Et souvent, j'étais dans on pourrait dire un peu dans, comment je pourrais dire? Pas l'ambition, mais la vanité de penser que j'ai bon, quand même, j'ai fait le tour là. C'est comme avoir pensé OK. avoir fait le tour de l'univers, quoi. Tu te Ouais. dis, moi, j'ai fait le tour quand même. Et pas du tout, en fait. C'est sans cesse remis sur le chantier. Et je dirais que c'est plutôt, peut-être avec le temps, tu vois, je pourrais passer le film à l'accéléré, voir les centaines d'expériences qui défilent. Puis en fait, tout à coup, je me dis, mais ça, oui, ça a ouvert le paradigme, ça donne une fluidité, une façon d'entrer en relation. Et la question, c'est plutôt comment, enfin, à mon endroit, c'est plutôt comment progressivement intégrer, incarner dans le quotidien des états de conscience, ça veut dire qu'on a un début, une fin, qui dure plusieurs heures, en un niveau de conscience dans le quotidien, qui soit stable. Comment L'intégration. voilà, exactement. Comment, élever la vie quotidienne vers la dimension de l'esprit et pas faire descendre la dimension de l'esprit dans le quotidien, mais c'est un peu de ça, quoi. Comment relier les mondes, que ce soit pas juste clivé, tu vois? Des mondes et en transe, et cetera. Bon, Mmh. puis après, sur une expérience, Heu, peut-être je pourrais te raconter, bah, tiens, quelque chose qui pourrait nous réunir. Elle me vient comme ça, c'est un petit bout, hein, mais c'était, dans un moment alors il y a peut-être 10 ans de ça, je sais plus. Mais, j'étais dans un moment de dilution de l'ego, qui avait plus de référence à qui je suis, à même la mémoire que j'ai déjà existé. Mes proches, bah, j'ai plus le souvenir que qui que ce soit existe, même le monde lui-même matériel, il y a plus de souvenir de ça. Même le temps, même l'espace, même l'univers, donc il y avait donc, on pourrait dire, il y avait plus qu'une conscience et un espace et puis des enseignements. Donc là, cette fois-là, j'étais en lien avec je pourrais dire, les grandes lois ontologiques. J'ai l'impression d'être dans les archives de Dieu et d'une mécanique vertigineuse et un peu flippante. Comme si l'univers était une grande horloge, pour reprendre une vieille formule, heu, et et d'une grande mécanique dans lequel l'humain était un une toute petite partie, hein, voilà, mais qui faisait partie d'une grande mécanique. Et donc ça, c'était déjà vertigineux. Alors, en revenant, j'ai bien compris, parce qu'on parlait aussi de grandes ères dans le temps, dans cette mécanique, c'est-à-dire qu'il y avait des saisons d'une certaine manière. J'ai retrouvé après sur les yugas, dans l'hindouisme, les grandes aires cosmiques, en quelque sorte. Et donc, ça me racontait justement là où on était, de cette horloge, en quelque sorte, vers la fin du l'âge de fer, hein, lequel les yugas est, voilà. Et puis, et en fait, mais ce dont je me souviens et qui est le plus fort, et c'est là, il y a aussi un point de connexion, c'est quand tout à coup je suis revenu de cette expérience, c'est tout à coup d'expérimenter mon corps comme une tête de lecture d'une bande passante qu'on appellerait l'espace-temps. Mmh. Je me sentais hors espace-temps, et quand je suis revenu, réengoncé dans mon corps et ma sensorialité, j'étais pas encore redevenu tout à fait Nicolas. Je me rappelle de cette sensation des, tu sais, les têtes de lecture des vieilles cassettes des années 90 Ouais. là, puis avec la bande passante là, mais la bande passante, c'est l'espace-temps. Voilà, c'est-à-dire, par le biais de ma sensorialité, je m'insère dans un espace-temps et je rentre dans le corps comme ça, et voilà, ce qui me permet d'interfacer avec ce niveau de réalité. Alors, en tant que sorteur du corps, ça doit te parler de quelque chose, ça? Oui, ouais, ça me parle. C'est-à-dire que de l'autre côté, en tout cas dans le cadre de la sortie du corps, hem,
Il y a toujours en fait cette interface. C'est juste que elle est plus, hem, elle est plus fine. Elle est plus fine et elle est beaucoup plus puissante. En fait, c'est comme si je passais de ouais, il y a cette image qui peut revenir. C'est comme si je passais d'une Twingo à une Ferrari. Je lis pas la même, réalité quand je suis dans une Twingo que si je suis dans une Ferrari. Donc en sortir du corps, j'ai l'impression d'être dans une Ferrari. Je lis plus de réalité potentiellement juste parce que mon intention, peut donner la direction. Mmh. Il y a moi je suis profondément convaincu, même si l'explication est peut-être pas forcément, vraie, mais je suis profondément convaincu qu'avec les sortir du corps, on accède à cette espèce de quatrième dimension de l'espace et cette quatrième direction de l'espace, qui est invisible parce qu'on ne peut pas se la formuler comme ça en 3D, ce serait tout simplement l'intention. C'est elle la direction qui est cachée. C'est pas mal ça, Parce dis que donc. juste avec l'intention, tout se transforme Mmh. et répond en fait à notre intériorité ou pas. Des fois, elle répond à l'intériorité d'un autre. Alors, raconte ça. Ah c'est oui, carrément, parce que tu peux visiter d'autres réalités. Mmh. Mais ces autres réalités, quelquefois, ce sont des mondes intérieurs d'autres personnes et tu peux les visiter. Ah, Et ces autres dis donc. personnes, bah, ce sont les natifs de ces endroits-là qui n'ont pas de corps physique en fait sur Terre, sont des consciences extraphysiques. Et donc ils ont aussi leur propre oasis en quelque sorte de réalité qu'ils ont formée avec leurs lois et cetera et quand tu y vas, tu sais que les choses que tu vois répondent certes à ton intériorité, mais c'est pas ton intériorité qui le projette. C'est on te fait bien comprendre ça, des fois, heu, par, le dialogue avec eux, mais, surtout par les mécaniques. Comme si là-bas, il y avait non pas un seul, mais plusieurs administrateurs qui définissaient les règles du serveur Mmh. sur lesquels tu étais et dans ces règles-là, quelquefois, il y a pas la capacité, la possibilité de voler, mais il y aurait la possibilité de changer les objets ou de créer des œuvres d'art de Oh, façon différente et cetera. Donc il y a d'autres règles, d'autres mécaniques dans ces mondes-là. C'est pour ça que la sortir du corps, c'est complexe parce que c'est à la fois l'intériorité, mais il y a quelque chose qui nous dépasse, mmh. et qui ne provient pas que de nous et c'est ce qui fait le sel justement de ces expériences-là. Parce que sinon, on se resterait dans de l'onirisme ou dans du rêve, Mmh. lucide, quoi. Ce serait un rêve lucide, la Mmh. sortir du corps et ce serait OK d'ailleurs de l'explorer, en fait. C'est Mmh. tout aussi riche. Mais ce qui nous fait penser que c'est plus que ça, c'est ces interactions avec ces consciences, mais surtout les vérifications qu'on peut faire, de façon subjective certes, Mmh. mais d'environnement, qui nous fait dire que non, non, la sortir du corps, c'est bien une réalité qui est perçue certes différemment avec plus de possibilités et même si on va plus loin, je le disais souvent avant, tu te disais la tête de lecture et tout, quand on revient, dans l'expérience, dans la physicalité, dans les sens. Cette expérience que là, en tant qu'être humain, est pauvre et est limitée. Bon, Mmh. par design, Mmh. par Pour le protection, hardware. Oui, oui, oui. enfin, par protection, protection pour qui? Pour, la conscience qui s'est construite sur, 20, 30, 40 petites années avec un cerveau limité? En vrai, on n'a pas besoin de protection parce qu'on est la conscience, genre. Mmh. Enfin, on est connecté à cette conscience-là et on serait peut-être autre chose de plus grand. Donc Ouais, mais en même temps, tu vois, quand on discutait tout à l'heure, moi j'aimais bien, et tu l'as reprise là, ton image d'oasis, oui. et tu me disais que tu me partageais que c'était le questionner sur comment tu voyais toi ce niveau de la réalité. Mais tu m'as donné cette belle métaphore de l'oasis qui nous permettait, d'une certaine manière, tu questionnais ça, mais de nous isoler un peu, comme Ouais. par rapport à beaucoup de stimulation. Et moi j'aime bien cette image, je trouve qu'elle est très chouette et très inspirante. Et je pourrais donner la même chose de notre hardware, de notre corps, tu vois ce que je veux dire? Notre corporalité comme une oasis de un petite parcelle de familiarité où je peux quand même revenir, un peu à une compression en quelque sorte de mon être, me permettant d'interfacer avec cette autre oasis ici. Et parce qu'effectivement, il y a moi j'ai toujours été un peu, quand même questionné par tous les systèmes de modération. Mmh. Tu vois? Il y a des tu parlais de tu arrives dans un monde où il y a des consciences qui sont là, il y a qui sont les administrateurs, et quand je disais ça, il y avait le mot de modérateur qui me venait. Qui sont les modérateurs, tu vois, dans ce monde-là? Et c'est vrai qu'on tous ces systèmes de modération, je pourrais dire, y compris, vous en témoignez quand vous sortez du corps, des systèmes un peu de pare-feu, là, vous sortez, puis ça veut vous ramener, à l'intérieur du hardware, là, et c'est quand même intéressant ce truc-là. Mmh. Ouais, ce pare-feu qu'on peut assimiler
à plusieurs facteurs en fait qui se superposent quelquefois. Ça peut être le mental, tout simplement parce qu'il n'est pas suffisamment entraîné pour lâcher. Comme je te le disais, pour moi, la sortir du corps, c'est quelque chose qui ressemble à du mental dans la saveur, dans la texture, dans le goût. Je ne peux en parler que comme ça. La netteté, le fait que ce soit cristallin, que ce soit net, que ce soit clair, que ce soit pas un brouillard, que ce soit lucide, ça amène en fait au mental une qualité qu'il n'a pas ici. Et plus ce côté champ informationnel. En fait, j'ai l'impression vraiment, en sortir du corps, j'ai l'impression de me promener dans le mental, mais pas le mien. Mmh. Le mental de quelqu'un d'autre, en Mmh. fait, tu vois. Et moi, j'aime bien, tu vois, parce que, bon, c'est vrai que quand on en parlait tout à l'heure, même chose, il y a comme à définir, tu vois, qu'est-ce Mm. que tu appelles mental, qu'est-ce que j'appelle mental, qu'est-ce qu'un autre va appeler mental. Parce que on pourrait dire, d'une certaine manière, que si on reprend la métaphore que la conscience, c'est de la lumière, bon, prenons un peu cette métaphore-là pour l'instant, on pourrait dire qu'effectivement, il y a une espèce de brouillard ou d'obscurcissement lié à la matière, mais que plus on s'émancipe de la matière, plus ça redevient lumineux, extra-lucide, hein, Mm. lumineux, et qui est une espèce de mental très clair, avec un sens du discernement beaucoup plus clair, une capacité à pas être embrouillé par ses émotions, ses corps émotionnels, ou même son corps sensoriel, sa pulsionalité, ses hormones, ou les déterminismes qui font que quand on est en lien. Je sais pas si tu connais le paradigme de l'énaction. Ça te dit quelque chose, ça? Non. L'énaction de Francisco Varela et consorts. C'est-à-dire que c'est la cognition incarnée, c'est-à-dire le fait d'être dans ce corps-là en particulier, dans cet environnement-là, joue sur ton univers psychique, en fait. C'est évident, moi j'ai expérimenté il y a peu de temps parce que avec des amis, on est allé au restaurant, c'était caniculaire, il faisait très chaud et on arrive et le resto était climatisé. OK? Et puis j'entre dans le restaurant et j'avais envie de manger un truc, puis ensuite on est allé en terrasse, bah, j'avais envie de manger autre chose. Parce que dans le frais, tu peux avoir envie de manger quelque chose, puis dans le chaud, tu retournes dans le chaud, tu as envie de manger autre chose. Tu comprends? Mm. Je m'étais même enfin, amusé du fait de voir la carte, je sais plus ce que c'était, j'avais envie de ça. Puisqu'on revient à la chaleur et je vois la même carte, c'est complètement autre chose. C'est ça l'énaction en action, justement. Ça veut dire Ok. que nous sommes dans une condition incarnée et toute cette psyché, cette émotionnalité, cette sensorialité, cette pensée, elle est comme une patte qui dépend de notre environnement. Hein. Du coup, une fois que tu t'émancipes de ça, bah, c'est sûr, pour moi, il y a plus de clarté, c'est lisible. Mm. C'est pour ça que le mot mental, tu vois, je me dis, bon, dans ton univers, tu appelles ça du mental, et ça me donne envie de vraiment l'affiner avec toi, ce truc-là. Ouais, j'ai posé ce mot-là parce que il y avait rien d'autre qui me venait. Il y a Mm. sûrement un mot plus adéquat, je suis sûr. Mais vraiment, je voulais faire la différence. C'était surtout pour ça. Je voulais faire la différence avec l'émotionnel. Là où l'expérience avec les plantes, avec la médecine, elle peut être plus émotionnelle et justement aider Mm. à faire ce travail de régulation Ouais, de ouais. l'émotionnel, des instincts, etc., des désirs et tout ça. C'est un travail complémentaire, j'ai l'impression, en fait. Et moi, ce que je trouve passionnant avec voilà, ce que tu ouvres, quoi, c'est aussi, et d'autres aussi, mais il y a cette dimension aussi que je trouve, moi, vraiment importante, de comme remettre à plat les termes. Hein, Ouais. c'est quelque chose Mm. qui t'active beaucoup. Et moi aussi, c'est parce que on est à une époque, je trouve, passionnante. Je suis content d'être là, moi, hein, de m'être incarné dans cette période. Elle est spéciale, elle est mouvementée, elle est passionnante. Et je crois que peut-être pour la première fois dans l'histoire, hein, je ne sais pas si l'histoire est bonne, la préhistoire est bonne, mais peut-être pour une première fois dans l'histoire, quand même, l'humanité, notre humanité, peut commencer peut-être à ébaucher l'idée d'une civilisation planétaire. Alors, je pense qu'on Mm. en est très loin encore, hein, mais je veux dire, par Internet, par la connectivité des uns des autres. Et puis, les savoirs, les expériences des uns des autres commencent à pouvoir vraiment beaucoup plus communiquer. Tu vois? Et cette dimension oui, du chamanisme, des sorteurs hors du corps, des NDE, le champ ufologique, et cetera, le champ de la recherche, des scientifiques, le champ des praticiens traditionnels, des religieux. Je veux dire, bon, ça commence à faire un peu peut-être un chaos, un brouhaha. Mais je veux dire aussi une symphonie. On va essayer d'aller Mm. jusqu'à là quand même. Il faut les sortir de leur spécialité. C'est ça. Parce qu'il y a encore quelques difficultés, peut-être. Bah après, c'est des difficultés propres aux égos, à la personnalité. Mais bon, c'est Voilà. normal. Parce que moi, je crois que la chance,
La malchance n'est pas la spécialité, la malchance, c'est de penser avoir raison tout seul. Ah ouais. Hein? C'est ça le problème. Que sinon, on cherche ensemble, c'est bien. Ouais, bah c'est comme ça que ça a été pensé, tu sais, Nova Conscientia. Mm. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes paléoanthropologue, c'est la deuxième fois que je fais dans une vidéo. Ah, Si vous êtes paléoanthropologue, anthropologue, même archéologue, je vais faire une liste longue comme le bras, neuroscientifique, mystique, religieux de tous bords, que vous avez une spécialité, que vous êtes psychologue, psychiatre, psychédélique, bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à aller sur le site de Nova Conscientia qui est en description parce que on a besoin de vos cerveaux et surtout des gens qui savent travailler ensemble et qui n'ont pas besoin de mettre leur ego en avant pour prouver qu'ils ont raison surtout, Mm. s'il vous plaît. Je préfère être clair. Et ensemble, ben ouais, on pose les jalons, on pose les petites pierres, tu vois. Moi, j'ai l'impression, tu vois, toute ma vie, dans toutes nos vies, Mm. là, actuellement, on va juste ériger un petit pylône, tu vois, un petit menhir pour montrer aux gens, hé les gars, il y a moyen qu'une civilisation planétaire conscientielle arrive. Bon, ça me rappelle une vidéo que j'avais fait sur YouTube, tu vois, où j'expliquais, et si il y avait une plante? C'était à une époque, je faisais des vidéos, et si? Mm. Et si il se passait C'est là, pas mal ça. ça a pas marché. Bon. Bon, de nos jours, je pense que ça marcherait si je mets l'IA derrière. À l'époque, j'utilisais déjà l'IA, j'utilise depuis le début. Et c'était un truc sur. Voilà, il y a un groupe d'ethnobotanistes qui découvrent en Amérique du Sud une plante nouvelle. On découvre des plantes tous les jours, après tout. C'est un psychédélique de dingue et qui te permet en fait de faire une expérience du sacré, mais sans les inconvénients, et qui est un médicament parce que ça allonge la vie. Et donc, il y a un intérêt de dingue. Du coup, dans cette histoire, en fait, petit à petit, ça se démocratise, ça pose des questions au niveau sociétal. Et à la fin de ma vidéo, dans ce scénario-là, on voit émerger une civilisation techno-chamanique. C'est pas mal ça. Tu vois, mais bon, c'est de la fiction, mais tu vois, c'est de penser que cette potentialité, elle est là, Mm. pas la civilisation techno-chamanique. Cette potentialité, elle est là, une civilisation de la conscience. Elle est même normale parce que j'ai l'impression que les sociétés d'avant avaient intégré ça dans leur ADN. C'est juste qu'ils n'avaient pas la technologie comme nous on a actuellement. Ok, c'est pas grave. Mais j'ai pas l'impression qu'ils étaient si arriérés que ça, certaines sociétés. Ah bah Notamment non, égyptiennes en tout cas, pour celles qu'on connaît bien. Et chinoises c'est aussi. sûr. Attends. Je pense un peu partout dans le monde, hein. Mais tu vois, moi j'aime bien ce mot-là techno-chamanique parce que, en fait, le problème n'est pas la technologie, c'est la conscience dans laquelle elle s'insère, en fait, hein. Enfin, le niveau de conscience dans lequel elle s'installe, elle est au service, ou on est au service, ou... Bon, mais tout ça, on est en processus, hein. Et les enfants qui découvrent, on les allumettes, et puis on regarde ce que ça fait. Bah, des fois, on se brûle, on se perd, on se retrouve, on est en avance. Enfin, on est, pardon, pas en avance, c'est un lapsus. On est à la limite. On a une On phrase, j'ai avance, en tout l'impression cas. que c'est une. Ouais, on avance, ça c'est sûr. Mais j'ai peur que, tu vois, que ce soit une mode aussi. Que les gens s'intéressent aux états modifiés de conscience parce que c'est une mode, parce qu'il y a les psychédéliques, etc. Parce qu'il y a un renouveau un peu spirituel ou chamanique en Occident chez nous. Et tout est plus ou moins cyclique. Enfin, c'est pas vraiment cyclique, mais Ouais. j'y viendrai. Et que du coup, on va plus en parler pendant 50 ans. Il me semble que j'avais fait une moyenne. C'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que tu connais la cliodynamique? Clio, la muse de la météo, enfin du temps, et dynamique, les mouvements du temps, mais c'est une science émergente qui existe depuis des décades déjà. J'en ai entendu parler quand j'étais au lycée. Pourquoi? Parce que je suis un grand fan de science-fiction, et notamment de Ivan Van Vogt, l'un des premiers Abraham Merritt, Isaac Asimov, et notamment sur Isaac Asimov, Fondation, avec la Mm. psychohistoire, etc. Donc la cliodynamique, c'est une sorte de psychohistoire. Je sais pas si tu vois la psychohistoire. C'est une science de probabilité qui permet de prédire un petit peu les événements futurs sur comment dire, sur un modèle qui prend en compte des trilliards d'individus. C'est-à-dire qu'à un moment, les mathématiques, quand tu as une base de données suffisamment infinie, on va Mm. dire, des trilliards d'individus, tu peux, grâce aux mathématiques probabilistiques, Mm. faire des prédictions sur des mouvements Mm. en Ouais, général, bah, pas je te sur des suis. individus. Mm. Et donc, je te conseille
Isaac Asimov Ah Fondation. oui, bah Il y oui. a la série sur Apple TV, tu peux la regarder, elle est magnifique. Le cerveau, il va faire. Popcorn. Ouais, c'est magnifique. Et la cliodynamique, c'est pas que c'est inspiré de ça, pas du tout. C'est un peu différent, mais eux, ils partent du principe que les mouvements sociaux, les grandes découvertes, les empires qui naissent et qui s'écroulent, c'est cyclique. Et donc, ils essayent de chercher via des équations et des probabilités, mais qui dépendent aussi d'une base de données, forcément historique, et des événements. Et grâce à l'IA, la base de données, on peut la compiler, Bah oui. et les équations, j'ai pas besoin de les comprendre pour les activer. Mmh. Donc, je me suis amusé à faire un projet avec ChatGPT 5.5 qui s'appelle Cliodynamique, où j'ai balancé toutes les équations actuelles de la cliodynamique, Waouh. plus une base de données de un échantillon, j'ai pas fini parce que la base de données n'est pas complète, mais de tous les événements depuis l'Antiquité jusqu'à notre ère moderne sur Incroyable. la révolution industrielle, etc. Et à partir de là, je lui demande des choses, de me faire des probabilités. Je m'étais amusé en géopolitique, enfin, c'est pas un amusement parce que c'est tragique, mais pour la guerre avec l'Iran, le détroit d'Ormuz, j'avais déjà des prédictions par rapport à pas des prédictions, mais des probabilités fortes que ça allait arriver, genre 60-70%. Et actuellement, j'avais demandé, il m'a dit que il y aurait une espèce de guerre froide, entre guillemets, là-bas, dans ce coin-là, où ça va être en tension pendant au moins 5-6 ans encore, en fait. Qu'il y avait genre 15% pour qu'on trouve un traité qui Mmh. serait satisfaisant, etc. Et je l'ai utilisé justement pour beaucoup de choses. Mmh. Et pour de la politique en France, pour voir les mouvements qui arrivaient. Et tu vois, la conscience, par rapport à ça, c'est tous les 50 ans. Tous les 50 ans, on s'y intéresse. Mmh. Et pendant 50 ans, après, on n'en parle plus, on s'en fiche. Donc là, on est dans une bulle Mmh. où on parle de conscience, d'expériences hors du corps, etc., psychédéliques, machin. Mais après, on va moins en parler. Mmh. Ça sera moins sur... Voilà. Et, C'est comme une respiration, on pourrait dire. la respiration, ouais, Tu vois, c'est ça. d'inspiration, hop, on va vers l'extérieur, puis d'expiration, on revient vers l'intérieur, on revient vers l'intérêt, vers la conscience. Et là Ouais. où c'est pas cyclique, parce que si c'est cyclique, ça voudrait dire que quand on fait un tour, une révolution, on revient au même point. Mmh. C'est faux, c'est une spirale. Mmh. On revient au même point, mais c'est différent. Là, par exemple... Puis elle habitait quand même des retours précédents. Ouais, Même exactement. si c'est pas conscient, c'est quand même là, on est informé, il y a un champ d'information quand même. Exactement. Et par exemple, pour la France, actuellement, la configuration, c'est 1930. Au niveau politique, discrimination, les extrêmes, les élites qui pètent un câble, l'économie, bref. Mais, parce qu'il y a l'IA, parce qu'il y a les médias qui sont comme si la société d'information, la coloration est différente. Ouais. Et donc, c'est pas les mêmes choses qui vont arriver. Mmh. Donc, les probabilités sont différentes sur ce qui pourrait se passer. On voit ça à l'échelle d'un individu de la même manière. Hein, ces mouvements de, par exemple, imaginons chez un addict, par exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les addictions. Un addict, il va avoir des fenêtres aussi de conscience de son trouble, dans lesquelles il va avoir envie de s'en sortir, par exemple. Puis, s'il passe la fenêtre, parfois, il retourne après dans l'addiction, il se laisse aller, puis hop, une nouvelle fenêtre. Et ça, c'est vrai partout, en fait. Hein. Pas partout, c'est un peu extrême comme formule, mais c'est vrai souvent, disons, pour nous. Moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose, c'est que tu parlais de la mode, tu vois, de la mode des états modifiés de conscience, du chamanisme et tout ça, et des psychédéliques et tout ça. Mais moi, j'aimerais quand même amener je l'ai dit tout à l'heure, mais cette différence qu'amène un auteur qui s'appelle Ken Wilber, c'est un des contributeurs de la psychologie transpersonnelle, même si lui, il parle de psychologie intégrale, bon, c'est sous le même mouvement, entre l'état de conscience et le niveau de conscience. L'état de conscience, on vit des états, par exemple la rêverie, l'orgasme, le rêve, ou pendant une expérience spirituelle, une expérience de mort imminente, etc. Et puis le niveau de conscience, c'est l'état stable de conscience, l'état de conscience est stable dans lequel je suis au quotidien. Et donc ce niveau de conscience plus quotidien, il est aussi évidemment individuel, mais il existe aussi par poche culturelle, à l'échelle aussi d'une société, et bien sûr d'une civilisation planétaire, même s'il faut envisager qu'il y a des poches, enfin je veux dire, c'est pas homogène, tu vois. Le niveau de conscience d'un sadhu en Inde, tu vois, qui est dans un état d'éveil, c'est pas le niveau de conscience d'un trader new-yorkais
ou d'un agriculteur auvergnat. Tu vois, chacun, le niveau de conscience au sens stable, hein, d'un enfant de 2 ans, c'est pas celui d'un enfant de 10 ans, c'est pas celui d'un ado, c'est pas celui d'un adulte, c'est pas celui d'un vieillard. Le niveau de conscience. Donc, il y a de la diversité, mais il y a un niveau de conscience. Et puis, il y a comment la culture édifie, pense édifier, ce qu'est un humain. Qu'est-ce que c'est un humain? Et selon cette construction qu'on a de ce que c'est qu'un humain et dans quelle quelle réalité il vit, quel type d'être il croise, bah, cette société-là va structurer les individus avec une éducation, hein, une éducation, bah, un enfant, par exemple, une société qui dit bah, il n'y a que la matière, il n'y a pas d'esprit, un enfant qui voit un esprit, bah, on va tout de suite dire ah, bah, c'est ton imaginaire. Et puis voilà. Donc on va tasser d'une certaine manière ces perceptions pour revenir dans une calibration. Voilà. Nos activités sont liées à développer telle calibration. Et pourquoi je fais un peu cette bifurcation, c'est que par rapport si on vient à la mode des psychédéliques, aux états de conscience, le problème, je ne sais pas si c'est un problème, c'est un état, plutôt un état de fait, c'est qu'on vit dans une société matérialiste, fortement identifiée au matérialisme, avec son bon et son mauvais côté. Son mauvais côté, bah, je crois qu'on le connaît tous, hein. Le bon côté, c'est qu'il donne soif. C'est un côté qui donne soif d'un ailleurs, parce que cette perte de sens, et on ne trouve pas de sens dans la consommation, finalement, on nous aurait menti. Et du coup, bah, donne soif d'un sens, et on voit par là un appel de la nature, des plantes, de la modification de la conscience, donne une soif d'expérience, de quête, de retour à la quête, qui est aussi un appel. Cette soif est aussi un appel intérieur, hein, de zones plus profondes en nous. On sent que, alors cet appel, il se fait par un élan ou il se fait par de la souffrance. Les burn-out polis, les dépressions, les troubles anxieux, tout un tas de troubles qui naissent par ce désalignement d'une société qui elle a plus perdu le nord, elle cherche plus le nord, on sait même plus où elle est. Ouais, elle est malade, quoi. Elle est ou adolescente, je sais pas. En tout cas, elle est, moi, je sais Voilà, plus des où, gros boutons on sait plus où et elle est. elle fait chier. Voilà. C'est ça. Elle est bon, elle est là où elle est. Elle va là où elle va. Mais l'état de fait, c'est que parfois, cette quête en fait de l'état modifié de conscience, il est pris dans un système de communication, de consommation. Oui, De oui. fait, qu'est-ce que fait? On veut collectionner les expériences. On va mettre des petites fleurs et des petites plumes autour d'un petit hochet, etc., et dire je fais du chamanisme ou tout ça. Ou moi, j'ai pris des psychédéliques une fois, je vais guider, je sais pas quoi, je vais encourager. C'est devenu, il y a du n'importe quoi poli. Il y a du bon aussi, il y a de tout. Il y a de tout, voilà, on va dire ça. Mais le risque, toujours dans ces états-là, possibilité, en tout cas, c'est de vivre des états qui sont complètement coupés de l'intégration dans le quotidien et qui, in fine, non seulement ne changent rien dans le niveau de conscience, mais ont un impact quand même, parce que aller consommer, par exemple, du chamanisme ou aller consommer des rituels, ça a un impact quand même dans l'écosystème dans lequel je vis. Mmh. Et cette absence de changement de conscience, on le voit bien, il est toxique pour la vie. Toxique, ouais. Mais je le vois chez les personnes qui veulent apprendre à faire des sorties hors du corps. Quelquefois, la plupart du temps, c'est quelque chose d'assez noble qui les anime, qui est une forme de curiosité et d'exploration qui est là à la nature humaine. Et d'autres fois, mais c'est pas qui est enfin, c'est suffisamment noble, mais c'est pas plus profond, tu Mm. vois. Ils ne se rendent la plupart du temps pas compte du potentiel de transformation de ces expériences-là et du paradigme, du shift paradigmatique qu'il y a après. Ils s'en rendent pas compte. Pour eux, c'est incroyable. Ils ont envie de faire comme Borvo en IA. Il va dans l'espace, il voit les étoiles et tout, il voit des planètes. J'en joue. Bah, ça fait envie. J'en joue, c'est vrai, ça fait envie, mais c'est parce que l'expérience est réelle et elle est comme ça. Voilà. Bon, l'IA aide beaucoup à retranscrire ça. Mais il y a un côté comme ça, c'est de la lumière. Venez voir la lumière. Mais derrière, ceux qui arrivent à faire des sorties hors du corps par la suite, ils ont ce changement-là, ils ont cette transformation-là, et ils comprennent. Et ça va plus loin. Ils débloquent en fait le mode explorateur, expérimentateur. Donc ils sont pas dans la... Quand ils passent chez moi, en fait, parce que on est tous différents, et tu peux passer chez un autre instructeur de sortir du corps, tu vas ressortir avec des croyances, et tu vas parler de dragons, tu vas parler de trucs qui sont liés en fait à l'imaginal et à tes projections intérieures, et à des archétypes, je dis pas que c'est pas vrai, mais toi, dans ta tête, c'est bon.
Mmh. Il y a des civilisations de dragons, etc., qui existent dans d'autres dimensions. C'est acté, etc. Là où on devrait se poser la question et où la sortie hors du corps devrait plutôt permettre le développement Mmh. du discernement spirituel et du mental. Mmh. Quand je dis du mental, de l'intelligence, de l'interconnexion entre les humains, mais aussi entre les savoirs. Tu vois, là, c'est une porte d'entrée pour devenir plus tard un polymathe ou un érudit ou un sage, qu'importe, ou un chaman, ou ce que tu veux. C'est une porte d'entrée. C'est dommage d'aller vers ces portes d'entrée-là pour juste faire le kéké, faire des voyages dans l'espace et puis c'est fini, quoi. Mmh. Et à la fin, on fait rien d'autre. Il y en a pour qui ont touché un petit peu du doigt ces sorties hors du corps-là et qui, quand ils me parlent, ça les a touchés, tu vois. Et ils ont compris qu'ils ont gratté en fait la réalité, qu'ils ont vu un peu derrière et ils se disent mince, c'est incroyable. Et ils sont dans une quête comme ça, mais là encore, c'est hyper noble parce que c'est quelque chose qui les a bougés profondément et qui les a fait voir déjà alors qu'ils n'ont pas eu l'expérience totale. Ça leur a changé leur rapport à la mort, à la vie, enfin, et ça, c'est vraiment très positif de voir ça, Mmh. d'avoir ces profils-là. Mais il y a effectivement des profils qui veulent juste collectionner les Exactement, ouais. expériences sans développer l'intégration en plus, ou développer la sagesse qui pourrait venir après. Mais il y a un avantage au sortir du corps, Mmh. c'est que le filtre est grand. Mmh. C'est pas tout le monde qui arrive et du coup, Mmh. ben, ça filtre en fait. Il y a ça, puis il y a, comme tu dis, ceux qui vont sortir avec la capacité de répéter l'expérience. Et ça, c'est quand même un aspect entre vivre ponctuellement un état, qui peut t'affecter, mais là, ça dépend des uns et des autres, c'est sûr, et de le vivre de manière régulière, où ça ouvre un peu plus de possibilités de se mettre au travail. Maintenant, tout est possible, hein, les écueils, les traditions. En fait, quand on dit les traditions nous disent que, faut se rappeler qu'en fait, une tradition, on va dire, si on prend une tradition qui a 7 000 ans, d'expérience ininterrompue, en fait, c'est 7 000 ans aussi de récits, hein, de génération en génération qui ont vu tout un tas de choses, qui ont expérimenté tout un tas de choses, qui connaissent les écueils et qui vont mettre des aspects rituels ou voilà, pour protéger un peu des écueils de ces expériences, de sorte à maintenir, de certaine manière, la direction de l'évolution d'une conscience qui reste en harmonie avec son environnement, et cetera. Parce que sur 7 000 ans, bon, il y a eu des histoires, hein, de guerres, de machins, de trucs. Donc le rituel, il vient aussi porter la sagesse d'une expérience avec ses plus et ses moins. Hein. Mmh. Des fois, on garde des rituels, parce qu'on faisait ça parce que la lumière est allumée, puis maintenant la lumière est éteinte, puis on continue le rituel en ayant oublié qu'elle avait un sens dans un contexte qui n'est plus. Bon. Ça me Mais rappelle, ouais, tu vois? ouais, ouais. Mais après, c'est sûr qu'il y a des écueils quand même à vivre d'expériences, de modification de conscience intense ou d'éveil de la conscience intense. Il y a tout un tas d'écueils qui sont repérés, on les connaît quand même bien aujourd'hui. Dans les écueils, il y a, bon, ne rien changer. Ça veut dire l'expérience est clivée, ça devient un récit, voilà. Bon, en même temps, c'est pas un écueil, chacun fait ce qu'il veut de sa vie et on pourrait dire ça d'une certaine manière. Mais il y a des gens, ils ont vécu une expérience de mort imminente qui n'a pas changé leur vie ou le récit sur la vie ou sur le réel, bon, ils ont mis ça de manière ponctuelle quelque part, voilà. D'autres, bah, sortir du corps, et cetera. D'autres écueils, ça va être, l'inflation de l'ego, hein, c'est-à-dire la récupération de l'énergie et puis des récits pour pouvoir nourrir un petit peu plus l'ego. Bon, moi je dirais, en tant que thérapeute, il y en a, ça leur fait pas de mal parce qu'ils viennent d'ego tellement douloureux, meurtris, humiliés qu'un peu Mmh. d'inflation, c'est pas mal. C'est juste un épisode avant de pouvoir ensuite, bon, se restaurer, et cetera. Puis d'autres, bah, voilà, jouissent beaucoup, hein, du pouvoir en fait, hein, que ça donne et tout ça. Et puis, enfin voilà, tous les itinéraires existent, quoi. Ouais, il y a une forme de responsabilité. Mais concernant, tu sais, parce qu'à un moment, on parlait des niveaux de conscience. Je regarde, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Non, 5 minutes. Ouais, 5 minutes. On va faire le mot de la fin bientôt. Mmh. Quand tu fais des expériences justement que tu peux appeler de façon ponctuelle, notamment la sortie hors du corps, tu observes que le niveau de conscience, il s'élève légèrement en fait. Il s'élève légèrement. Et dès que tu arrêtes pendant genre 3 4 mois, Ah oui, ça comme la redescend, gym. ouais, ça redescend à un niveau normal, on va dire. Mais dès que t'en fais, ça remonte un peu. Et c'est un indicateur, c'est fou. Bah, tu vois, moi je pense que c'est vrai à tous les étages parce que moi je dirais la même chose des états modifiés de conscience, en pratique. Ouais. Parce que tu peux avoir vécu tout un tas de trucs et puis ça fait 10 ans et puis, en fait, bah,
tu te réendors, ta structure psychique, elle revient. Moi, je crois vraiment qu'il y a une dimension très liée à ce monde-là. T'occupes pas de ton jardin, bah, ça devient vite un chaos. Ta maison, c'est pareil. Ton corps, c'est pareil. Ta psyché, c'est pareil. Moi, je pense que c'est Mm. un peu à tous les étages. Ouais, c'est dynamique. C'est dynamique, C'est exactement. dynamique, ouais. Impermanent. En tout cas, moi, ça me fait penser. Enfin, ça me fait penser. J'ai le sentiment du coup qu'il y a tout à construire. Mais je fais partie des gens qui aiment construire. Bon, bah, Je pense toi ça tombe aussi. bien. Ouais, surtout que moi, mon sentiment, c'est aussi, tu vois, la connexion et l'interconnexion les uns avec les autres, parce que je crois, moi, profondément qu'il y a eu une époque, c'était l'époque des phares. On en parlait Ah oui, au oui. déjeuner ensemble, le Christ, le Bouddha, enfin, ouais, des phares pour l'humanité. Et moi, je crois là que c'est l'âge des bougies un peu partout, c'est-à-dire qui s'allument, des petites étoiles en quelque sorte, on va dire, hein. Mais que la connexion les uns avec les autres, quelque chose de plus général, on va dire, de certaine manière, moins peut-être centré sur des individus, mais mais oui, des constellations. C'est joli ce mot-là, des Les constellations. constellations, ouais, pas L'heure mal. des constellations. Bah, on va finir sur ça, mes amis. C'est là que je dois regarder. On va finir sur ça. C'est le voyageur de la conscience avec Nicolas, qui est auteur de l'hypnose ericksonienne transpersonnelle, qui est, t'aimes pas dire invention, mais c'est Non, toi qui l'as fondé au sens de inscrire un champ de travail, de pensée, de travail. Non, non. Voilà. préfacé par Stéphane Schillinger aux éditions Guy Daniel. Vous avez la théorie et la pratique. Ça, c'est pour tout le monde. Est-ce que c'est aussi pour les profanes? Les profanes, bah, si les gens qui sont intéressés par les cérémonies de conscience, c'est surtout les premières parties, en fait. Puis après, je descends dans la pratique de l'hypnose. Et au départ, je l'avais écrit pour un peu à destination des hypnothérapeutes qui ouvrent les dimensions transpersonnelles. Ça veut dire justement toutes les questions spirituelles dont on parle depuis le départ. Voilà. Mais les premiers chapitres sont plus généralistes. Puis bah, si vous êtes intéressé par la suite. Bah Nicolas, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais me dire qui je dois inviter pour la prochaine fois? Tu aurais une recommandation? On fonctionne au piston, nous. Romuald Le Terrier. Allez, Romuald Le Terrier. Ah. Donc la prochaine fois, bah, je vais venir te chercher, Romuald. Et merci beaucoup, Nicolas. Je Avec rappelle, plaisir. Merci, Nicolas, Borgo. qui fait partie de Nova Conscientia. C'est en bas, dans la description. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. À tantôt. Abonnez-vous, partagez la vidéo, partagez la chaîne YouTube Axis Mundi. Coupé.